Et si l'on reparlait de la prévention de l'extrémisme violent en Afrique centrale? Il vous souvient, il y a quelques jours, le CEDES, Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques, en partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères suisse, a organisé à Yaoundé un atelier régional sur la question. Partant de ce cadre d'échange, prenons un cas pratique. Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Et oui, bien entendu, Boko Haram fait partie de la catégorisation qu'on peut faire de l'extrémisme violent. Chaque fois qu'on a une vision, une idée, et que nous pensons être jusqu'au boutiste et terminer avec la violence, c'est de l'extrémisme violent. Et nous avons vu Boko Haram véritablement détruire des villages, des communautés, aller jusqu'aux attentats terroristes, ça veut dire suicide. Alors, le cas de Boko Haram est un cas, je le disais, complexe parce qu'en fait, nous connaissons tous un peu que la source, c'est le Nigeria. Mais on ne peut pas faire comme si ça ne concernait pas le Cameroun, parce que les premiers fondateurs de ce mouvement, qui n'étaient pas d'abord Boko Haram, ont des connexions avec le Cameroun. Donc, la crise Boko Haram trouve sa source justement dans la situation du bassin du lac Tchad. Vous savez, une zone où il y a de l'eau et généralement une zone enviée de convoitise et ainsi de suite, de regroupement de population. Vous pouvez voir le nombre de populations qui entourent cette zone. Par ailleurs, il y a un délaissement des États centraux de cette zone. Alors, il va donc naître dans cet environnement, justement, toutes ces zones cette zone de non-droit avec des hors-la-loi qui, on a vu dans le passé, cette histoire de Zarguina ou alors de coupeurs de rue et autres. Donc c'était une zone vraiment où il y avait déjà un foisonnement de tensions et il ne fallait que la bûchette d'allumette qui pour moi c'est une nouvelle idéologie, l'idéologie extrémiste ou l'idéologie dite islamiste qui ne pouvait que venir et s'agripper sur tous ces éléments qui étaient déjà aussi bien préparés pour la crise que nous voyons maintenant. L'extrémisme violent dans la sous-région de l'Afrique centrale est une menace globale. Il faut également une réponse globale. Je pense qu'aujourd'hui, si nous avons des actions à mener, il s'agit essentiellement d'inscrire les acteurs de la sécurité. Mais au-delà de ces acteurs de la sécurité, les politiques et autres acteurs parlementaires, de la justice, afin qu'ils puissent aider l'ensemble de nos États à traiter les causes profondes de l'extrémisme violent. Quand nous cherchons à identifier ces causes profondes, il s'agit principalement de causes économiques ou socio-économiques si vous préférez, de causes politiques, mais peuvent être également liées à l'emploi des jeunes, au chômage si vous préférez, à la pauvreté, à la marginalisation de certaines zones ou des individus ou des communautés, mais également à certaines, quelquefois, dérives qui proviennent des forces de défense et de sécurité. Dans la volonté commune des États de la sous-région de s'ouvrir, l'extrémisme violent apparaît comme un frein au processus d'intégration socio-économique et politique. Les frontières doivent être ouvertes, mais comment ouvrir les frontières alors qu'à l'intérieur de tous ces différents États qui sont frontaliers, ces zones dont je parlais tantôt de non-droit, il n'y a pas de présence de l'État. Alors ouvrir les frontières, mais c'est aussi affirmer, c'est mettre la présence de l'État, que l'État soit véritablement là. On peut ouvrir les frontières, on peut commercer, mais il faudrait que l'État revient parce qu'en fait, moi je dis toujours qu'on avait déjà fait la dérégulation avant la dérégulation de la mondialisation parce que cette zone de non-droit, c'était une zone dérégulée. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Et alors si l'État revient, ça veut dire qu'on remet la régulation. On peut faire du commerce dans la régulation. La Commission du bassin du lac Tchad a compris qu'il faudrait désormais véritablement mettre le pied dans le plat. Et les chefs d'État, je crois, ont compris et se mettent ensemble justement pour que cela n'arrive plus. C'est déjà une piste. Toute proportion gardée, on peut prévenir
ou, tout au moins, combattre l'extrémisme violent en associant les ressources propres à chaque État. Il est possible de prévenir en distinguant deux temps. Le temps de l'action, où les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité des populations. Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité de leurs biens, mais également défendent l'intégrité du territoire national. C'est une réponse sécuritaire, elle est essentielle, elle est vitale. Cependant, pris isolément, cette réponse présente des insuffisances, d'où la nécessité d'y ajouter d'autres formes de réponse pour avoir une réponse globale, une réponse holistique. Quand vous parlez d'autres formes de réponse, on y voit un peu associer des acteurs tels que la société civile, les parlementaires et pourquoi pas les chefs religieux qui ont un rôle à jouer dans la société. Il faut dire tout simplement le citoyen. Puisque aujourd'hui, si vous prenez, quand nous avons énuméré les causes, vous vous rendez compte de la diversité de ces causes. Et par conséquent, il faut une multiplication, une multiplicité des acteurs pour pouvoir. Je parlais tout à l'heure de la réponse politique, je parlais tout à l'heure de la réponse parlementaire, de la réponse judiciaire, de la réponse économique. Tous ces acteurs-là, y compris la société civile, les médias, doivent être inclus dans la recherche de la réponse globale à apporter à ce phénomène-là. Les assises de Yaoundé ont eu l'avantage d'aller au-delà de la simple présentation des modalités et des manifestations de l'extrémisme violent. Il s'est agi de susciter l'engagement des acteurs. Il était autrefois question de voir, de mettre en relation les différentes personnes qui intervenaient dans le domaine de l'extrémisme violent. À ce stade-là, il est question de les engager, c'est-à-dire de les pousser à l'action et de faire en sorte que chacun dans le pays où il est, dans l'association où il exerce, puisse mettre sur pied des actions qui peuvent être soutenues. Et donc je crois qu'on a franchi un cap qu'il est nécessaire de poursuivre et pour lequel on peut mobiliser d'autres apports. Co-auteur des ouvrages Regards croisés sur Boko Haram et Boko Haram dynamique plurielle, le vice-doyen de l'université de Maroua reste prudent sur l'avenir de Boko Haram. La menace, je peux dire, tend à s'estomper. En fait, il y a eu une période où on a pensé que c'était déjà fini. Mais il faut comprendre que c'était une période où Boko Haram était affaibli, mais pas mort. C'est ce qui signifie que la menace est là latente et nous pouvons voir des incursions régulières ces derniers temps. Et je dirais même, un peu comme dans le sens d'une racine, d'un arbre qu'on coupe, vous savez, les racines repoussent et elles deviennent monstrueuses. Quand on attaque une telle organisation, il faudrait véritablement essayer de la dessoucher, sinon les racines repoussent et elles deviennent monstrueuses. J'ai toujours dit que beaucoup ont flirté avec l'idéologie à l'intérieur. Et Boko Haram n'est pas seulement cette importation de la violence de l'extérieur. La violence, peut-être les autres de l'intérieur n'ont pas été suffisamment éduqués à la violence, mais l'idéologie y était. Et c'est pourquoi il faut traiter ce mal à l'intérieur. Boko Haram s'estompe, mais n'est pas terminé. Et le Cameroun doit continuer à regarder et ouvrir les yeux. La montée des extrémismes violents reste une préoccupation majeure. Aux Nations Unies et dans la plupart des cercles de réflexion, on privilégie l'approche fondée sur la prévention.